Donc un jour, je reçois un message sur Facebook, comme ça qu'on s'est connus. Et donc Aurélien me demande, il me dit voilà ce que j'ai fait, je suis dans telle situation, est-ce qu'on pourrait discuter, etc. Et j'ai été interpellé par son message. C'est assez rare, parce que je reçois beaucoup de messages, et des trucs plus ou moins sérieux, plus ou moins approfondis. Et là, j'ai été vraiment touché par son message. Vous allez comprendre pourquoi. Et donc, on s'est vu, on a fait un coaching, et puis on a même fait une vidéo sur la chaîne. Et voilà, je trouve que c'est encore un exemple différent de ce qu'on peut faire dans l'immobilier. Donc, je vous demande d'applaudir Aurélien. Bonjour à tous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une interview. Donc, on va s'asseoir tous les deux ici. Et je vous propose du coup de garder vos questions pour la fin de l'interview. Vous pourrez lui poser des questions. Et bien sûr, après son interview. Je te propose qu'on s'assoie. Alors, Aurélien, quand j'ai cherché tout à l'heure comment te présenter, j'ai dit Aurélien, le routier avec un salaire de ministre. Tu peux nous en dire plus là-dessus ? Alors oui, on avait parlé un petit peu de ça. Alors excusez-moi déjà, je suis très content d'être devant vous aujourd'hui et je vous en remercie. Je suis très ému. Je tiens à vous dire aussi que c'est mon premier séminaire. J'ai jamais participé à aucun séminaire, donc en tant que dans le public ou même sur scène, quoi. Donc je suis un petit peu stressé. Donc voilà. Donc, soyez pas trop dur avec moi. Donc oui, avec Michael, ça sera. Je vais m'expliquer. Enfin, dans ma présentation. Donc le fameux salaire de ministre. Quand j'étais petit, donc je suis issu d'une famille quand même plutôt très modeste. Et quand je voulais quelque chose en étant petit, ma mère me disait tout le temps, je ne peux pas te l'acheter, j'ai pas un salaire de ministre. On me l'a répété des centaines de fois et du coup ça m'a interpellé et j'ai dit pourquoi pas faire le salaire d'un ministre. Et c'est combien ? Le salaire de ministre actuellement c'est 1 000 €, 1 044 € brut. Donc j'ai... Pardon. Donc du coup mon objectif est atteint. Voilà. Et sans faire de hautes études, j'ai juste un bac pro en poche. Et j'ai pas voulu continuer mes études pour commencer l'immobilier donc très jeune et je vais vous expliquer par la suite donc à la sortie de l'école directement. Alors justement, ça t'a pris à quel âge ? Alors, ça m'a pris à quel âge ? Ça m'a pris à 16 ans. Issu d'une famille modeste, je voulais devenir riche entre guillemets, avoir une vie plus aisée. Le fait de pas voir son père à la maison, de travailler samedi, dimanche matin, d'être tout le temps au travail, d'avoir des problèmes d'argent dans la famille. Donc du coup ça m'a interpellé. Mes parents ont divorcé également. Donc du coup ça m'a percuté et à l'âge de 16 ans, de 16 à 20 ans, j'ai étudié comment devenir riche. Donc c'était pas vraiment l'immobilier dans un premier temps, c'est comment devenir riche. Alors qu'est-ce que tu as trouvé ? L'immobilier. Et alors, comment tu t'y es pris pour démarrer dans l'immobilier alors, comment je me suis pris, c'est que j'ai continué mes études et j'épluchais les petites annonces immobilières. Donc, j'entendais autour de moi que l'immobilier était un gros effet de levier d'enrichissement, d'indépendance financière. Et j'étudiais les petites annonces. Le montant de l'appartement, le montant de la location, essayer de trouver la rentabilité, l'amortissement, les durées de crédit, tout ça. Et donc c'était très flou à l'époque. Déjà tout ça pour apprendre à analyser une annonce et une opération, tu avais appris à faire ça tout seul ? Au début, oui, tout seul. Donc après, il y a eu de plus en plus de questions. Et mes mercredis après-midi, en étant à l'école, j'ai été dans une office notariale poser des questions, donc ça surprenait beaucoup de monde avec mon petit sac à dos à 17 ans. Comment se passe une vente immobilière, les pourcentages, les frais de notaire, les assurances et tout. Donc avec mon petit calepin, je notais, je prenais les informations et en rencontrant des gens, j'apprenais, je demandais, j'étais beaucoup dans la curiosité et du coup quand on est curieux, même très jeune,
les gens, ça les intéresse. Donc, ils me donnaient beaucoup d'informations. J'ai emmagasiné énormément de 16 à 20 ans pour être prêt à démarrer l'immobilier. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à 20 ans? Donc, à 20 ans, j'ai eu mon bac pro. J'ai passé une licence communautaire pour faire de la gestion d'entreprise. Et donc, j'ai appris beaucoup les chiffres comme ça. Et j'ai démarré tout de suite. Donc après, on avait fait une interview comme quoi à l'époque, l'année dernière, j'étais routier international, donc beaucoup en déplacement, énormément. Et ça m'a pas empêché de développer un parc immobilier assez conséquent. Alors, donc, combien du coup, t'en as combien sur ton parc immobilier? Actuellement, on est à 20 lots. Donc on a 16 appartements on a 14 appartements et 6 maisons. Okay. Donc voilà, tout en partant en déplacement, et j'ai arrêté mon métier de chauffeur routier international il y a 2 semaines. Et maintenant, je suis responsable administratif pour être cadre dans une entreprise de transport. Donc je suis encore salarié, certes, mais c'est pour me faire un peu plus de lignes dans mon CV. Et je suis trop jeune pour arrêter de travailler, pour être indépendant financièrement. On va en parler de ça. Voilà. Donc 20 ans, comment le premier bien? Tu peux nous raconter l'histoire du premier? Le premier bien, donc du coup, je sors de l'école au mois de juin, fin juin. Donc là, c'était vraiment déterminé. On va dans la branche immobilier. Donc à l'époque, j'étais en couple, donc on sait que, on cherchait une petite maison soit pour y habiter, ou soit, si ça fonctionne, pour du locatif. Donc 3 mois à l'essai jusqu'à fin septembre. Donc là, j'ai démarré la route en étant chauffeur. Et j'ai signé cette maison-là le 12 octobre, donc 12 jours après mon embauche. Mais j'avais bien préparé mon dossier auprès de la banque, c'était carré, c'était avec toutes les informations que j'ai emmagasinées pendant les 4 dernières années, où j'ai pris note de partout, auprès de notaires, d'agents immobiliers, de gens qui avaient déjà investi, de partout. J'ai fait ma petite soupe, j'ai préparé mon dossier comme j'ai pu, c'était pas beaucoup professionnel à l'époque, mais j'étais déterminé. Donc, dès que tu as eu ton CDI confirmé, 12 jours plus tard, 12 jours après. Tu avais signé. Alors, c'était quoi? J'avais anticipé, en fait. Tu avais fait tes recherches en amont. Voilà. Tu as présenté ça comment à la banque? C'était ta résidence principale? C'était un investissement? Comment tu as fait ça? Alors, à mon conseiller financier, oui, j'en avais parlé, comme quoi que c'était le but de louer, mais si ça fonctionnait pas, j'en faisais ma résidence principale. Donc, une petite maison à 42 000 € à l'achat, 8 000 € de travaux que j'ai fait moi-même. Donc ça revient à peu près à 50 000 €, et du coup elle était louée 450 €, et c'est toujours les mêmes locataires qui sont en place 10 ans après. Parce que ma stratégie en fait... Comment? C'est pas mal du tout. Merci. Ma stratégie en fait c'est d'acheter, de rénover, donc il faut faire faire de la rénovation, de mettre de la valeur, et pour pouvoir garder les locataires en place. Et il n'y a rien de mieux, c'est un conseil que je peux vous donner, d'écouter ces locataires. C'est le meilleur juge. Les meilleures critiques, ce sera votre locataire quand il va dire oui, il faudrait faire ça comme travaux, faudrait changer ci, changer ça. Le voyez pas comme un point négatif, voyez-le comme un point positif, parce qu'eux ils y habitent toute l'année dans votre bien, et du coup réfléchissez vraiment à ça. Et c'est pour ça que moi j'arrive à tenir mes locataires très longtemps, et du coup j'ai pas à m'en occuper en fait. Ma première maison, bim, mes locataires sont restés 10 ans, donc ils ont payé la maison. Ils ont payé la maison, là. Et tu me disais d'ailleurs que tu avais une liste d'attente de locataires. C'est ça. Donc, du coup, moi, c'est une petite ville où économiquement, c'est limité, voire même en déclin. Et j'en ai fait ma force. Donc, ça peut être surprenant. Il y a beaucoup d'investisseurs que je connais qui ont un parc immobilier où ils ont des difficultés à louer. Donc, du coup, moi, j'essaye de me mettre... à jour, enfin de faire des travaux, ça peut être bête, mais un sous-plafond rétroéclairé avec un cordon à LED, ça vous fait un peu ambiance lounge, lumière rose, et ça vous trouvez pas dans les appartements de location, et c'est tout simple à faire, parce que j'ai oublié de préciser, j'ai fait énormément même de travaux moi-même. J'ai appris tous les corps de métier avec mon papa, c'est lui qui m'a appris à faire les travaux. Donc je commence seulement à déléguer, on va voir pourquoi et si c'est utile ou pas. Mais pour commencer, j'ai fait énormément de travaux. Donc au total, maintenant, j'ai dû passer le quart de million de travaux. Donc on a 280 000 € de travaux en 10 ans. Donc si vous faites de l'investissement, il y a une chose qu'il ne faut pas être radin, c'est les travaux. N'hésitez pas à dépenser sur les travaux pour payer moins d'impôts. Du coup,
J'ai même emmené ma petite feuille et tu m'as fait la remarque tout à l'heure. Quand on rentre quasiment 80 000 euros de revenus à l'année, j'ai les fiches, voilà, j'ai mes revenus d'imposition. Donc tu peux les lire, Michael. Alors, les 2 dernières années. Vérification en direct live. Voilà. Non, c'est derrière. C'est là en bas. Donc là, on a 60 euros d'impôts et l'autre à 83. 83 euros et 60 euros d'impôts. Donc je défiscalise à mort, c'est ma stratégie en location nue. Ta stratégie, ça a été de tout le temps piloter ton niveau d'imposition avec les travaux que tu fais. C'est ça. Au gré de tes acquisitions. Voilà, j'ai toujours, je me donne comme objectif 4 ans d'avance de déficit au cas où qu'il m'arrive quelque chose. Et pour éviter l'imposition, parce que quand on augmente ses revenus en nom propre, on monte très vite dans les tranches d'imposition, donc le TMI. Donc actuellement là, grosso modo, je serai dans la tranche à 41% plus la CSG, ce qui nous ferait une imposition à 57%, ce qui est énorme. Ouais. Donc sachant que toi, tes biens, jusqu'à présent, si je ne me trompe pas, tu les as achetés en nom propre. C'est ça. Et c'est essentiellement de la location nue. Location nue parce que on n'a pas trop à s'occuper les petits bobos par rapport au meublé. C'est ma stratégie là où je suis positionné. Pareil, c'est à moins de 10 minutes à pied autour de chez moi. Donc voilà, pour avoir un contrôle total sur mes biens immobiliers, moins de 10 minutes à pied. Donc du coup. Mais tu possèdes tout le quartier alors. Mais figure-toi que dans une rue, j'ai 3 maisons dans la même à 100 mètres d'intervalle, donc oui. Mais j'ai perdu. Quelle autre leçon tu pourrais partager Alors, ça fait à peu près une petite année que je suis venu sur Internet en fait pour me trouver des nouveaux contacts, un nouvel entourage qui font partie de l'immobilier en fait, parce que je soulève tellement les gens autour de moi de parler toujours d'immobilier. De toute façon, quand vous allez parler d'argent, vous allez passer pour quelqu'un d'arrogant, d'égoïste, d'un capitaliste. On me l'a reproché encore ce week-end. Mon ex, c'est un gros mot. Pour beaucoup, oui. Ah bon? Pour beaucoup, oui, parce que les gens, la plupart des gens, ils aiment pas jouer avec les crédits autant que ça et tout, donc c'est voilà, bon. Et faut pas avoir peur de se prendre des râteaux comme ça, quoi. Et donc, si on revient sur la partie finance, parce qu'il y a une particularité que tu m'avais partagée, que je trouvais intéressante, c'est que tu as beaucoup travaillé avec une banque. Alors oui, jusqu'à maintenant, une banque où j'ai fait passer 16 biens, 17 biens. Alors, tu peux expliquer peut-être, d'après toi, ce qui a fait que cette banque t'a suivi sur ce projet? Alors c'est une banque, on va dire, de campagne. Moi, c'est une ville où il n'y a pas plus de 10 000 habitants, qui en comptait 18 000 auparavant. Donc en déclin total. Les banques sont très frileuses pour faire du crédit sur tout l'immobilier. Elles t'ont suivi quand même. Comment? Visiblement, elles t'ont bien suivi. Bien sûr, parce que ils ont vu mon parcours et ma détermination. Et une banque de campagne, je crois que ça peut la rassurer, l'investisseur qui fait ses travaux soi-même, qui est dans le contrôle, qui est proche de ses locataires, ça peut rassurer, je pense. C'est ce que j'ai vu, moi-même, quoi. Donc, elle m'a suivi jusqu'à maintenant. Et on avait parlé aussi de cette petite adrénaline que j'adore en fait quand on est sur des projets. Alors je fonctionne comme ça, il faut étudier, il y a des calculs derrière et tout ça, mais j'adore cette petite adrénaline d'avoir des problématiques et de trouver les solutions. Et je l'ai perdu en fait sur le dernier bien donc que je vais signer vendredi prochain. C'est un appartement, je vais dire tout simple, 65 000 euros, loué 440 euros par mois. Il y a un cash flow de 140 euros mensuel parce que j'ai anticipé ma reconversion. J'ai perdu avant, je faisais dans les 3 000 euros de revenus, dont 1 000 euros de frais de déplacement. Et là, je vais perdre à peu près 800 euros par mois, ce qui est quand même plutôt énorme. Donc du coup, pour anticiper cette perte de salaire, j'ai réinvesti. J'ai refait une vague d'investissement
Donc ça doit être 5 maisons. J'ai racheté 5 maisons en pratiquement 18 mois. Donc avec le cash flow. Ma stratégie au début était complètement nulle. J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai grandi avec mes erreurs. Qu'est-ce que tu as fait comme erreur? Énorme. Je vais peut-être pas tout citer. Mais il y a 10 ans, je faisais mes crédits sur 10 ans avec beaucoup d'apports parce que j'avais beaucoup de revenus. Durée courte Durée courte en croyant que c'était le mieux. Pas forcément. Bon, ça a été bénéfique maintenant parce que j'ai un actif net assez conséquent. Oui, l'avantage, c'est vrai qu'il n'y a jamais de situation qui est bien ou mal. Il y a avantage et inconvénient. Là, l'avantage, c'est que tu as remboursé du capital. J'ai un gros actif net, ça rassure les banques. Et ça rassure les banques. Voilà. Donc maintenant, je travaille avec plusieurs banques. Donc je parlais de cet appartement-là qui m'a pas fourni d'adrénaline. Pourquoi? Tout bête. En fait, j'ai une forte demande locative derrière, une grosse notoriété. Du coup, j'avais le locataire en place. Je l'ai bien négocié. Bon cash flow. Il n'y a pas eu de palpitation. Il n'y a pas eu de banal. Trop facile. Trop facile. Et j'aime pas quand c'est trop facile. Alors, tu peux partager peut-être un projet qui était plus difficile? Le projet plus difficile dernièrement, c'est que je me suis mis à revisiter des biens. Et du coup, je me suis pas trop posé la question des financements. Quand ça me plaisait, je signais le compromis. Et j'en ai signé trois maisons d'un coup. Donc du coup, là, je peux vous dire que l'adrénaline monte. Et j'ai bloqué l'étude. Avec ma notaire de 9h30 à 12h30 à signer à tour de bras avec les vendeurs. Donc toute la matinée au notaire à signer. Et maître Lambert, avec qui j'ai fait signer beaucoup de projets avec elle, qui m'a donné beaucoup d'informations, ce qui est énorme. Et elle me regarde, elle me dit, mais t'es sûr de pouvoir tout faire financer? Je dis non, mais on verra bien, je vais trouver la solution, on verra. Donc du coup, ce qui m'a amené à changer de banque, parce que ma banque actuelle, on était déjà sur le projet, donc le projet que je vous ai parlé, l'appartement que je vais signer la semaine prochaine, c'est en cours, donc ils voulaient pas démarrer d'autres projets, sachant que j'ai ouvert mon SCI, il y a le projet de la SCI, le compte en banque à développer, donc ils voulaient pas tout faire en même temps. Donc j'avais posé la question à la rigueur, est-ce que je peux prendre plusieurs conseillers financiers? Il m'a dit non. Donc du coup je vais prendre plusieurs banques. Il me dit si tu veux. Donc du coup j'ai repris 3 banques supplémentaires. Donc je tourne maintenant avec 3-4 banques en même temps. Donc d'ailleurs ça les rassure parce qu'on répartit le risque. Donc ça peut être un plus. Donc j'anticipe en fait les problématiques que je pourrais avoir dans le futur. Mais c'est moi qui me les crée. Je me suis créé ma problématique en signant 3 maisons d'un coup. Ouais. Alors la première qui va être en location tout de suite, la deuxième avec des travaux. Donc j'ai chiffré les travaux pour déléguer maintenant, enfin. Ça c'est une grande nouveauté, ça. Une grande nouveauté. Donc maintenant je commence à déléguer. Et du coup la troisième c'est purement pour créer du déficit par la suite. Donc c'est une maison 13 000 euros. Ça doit vous surprendre, 13 000 euros la maison. C'est la maison pour un chien ou c'est les 4 murs en fait. C'est les 4 murs. C'est les 4 murs, il reste un bout de toit, mais il reste plus grand chose au final. Un bout de terrain, il y a la grange et tout. Mais en fait, c'est un produit en or. C'est ça en fait, c'est que vous devez avoir la vision de l'entrepreneur. Moi, je vois ça comme une pépite en fait. C'est que du bonheur. Je suis rentré dans la maison, la porte elle tenait plus debout avec du fil de fer quand on est rentré. Donc pousser de l'adrénaline, ce qui vous arrive. Que du bonheur, 13 000 euros la maison. J'ai renégocié, elle était à 20 000, on l'a redescendu à 13. Et du coup, là, c'est un excellent produit pour défiscaliser. Donc, je vais faire déléguer. Dedans, je vais mettre une entreprise qui va s'occuper de tous les travaux. Il y aura pour 65 000 euros de travaux. Et là, je vais être encore tranquille pendant 2 ans sans payer d'impôts. En défiscalisant plein pot. Ce qui est intéressant, c'est que tu vas chercher des projets adaptés à ta situation fiscale aussi pour optimiser le tout. Il faut vachement anticiper. Peut-être que le projet se fera pas même sous 2018, ça sera peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, j'en sais rien. Mais j'anticipe. On est obligé parce que si vous avez plus de réserve de déficit, vous êtes mangé tout cru, quoi. Il va falloir revendre, limite revendre ou emprunter pour payer votre fiscalité, quoi. Alors comment tu t'y es pris si on fait un petit zoom peut-être sur la partie travaux, parce que c'est un sujet dont on parle finalement assez peu. Comment tu t'y es pris toi, sur les travaux? Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil
sur tu vois, le choix de comment tu rénoves, les matériaux. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire? J'ai appris au fil des ans avec. Donc, tu as démarré que tu ne savais pas faire. Très peu en fait, j'ai appris avec mon papa et du coup après c'est comment dire, j'ai fait des travaux. Au début, on va dire que c'était du vite fait. Et comme on dit, j'ai appris à connaître. Comme on dit, le pas cher coûte très cher. Donc du coup, maintenant, je monte en gamme. Je valorise mes appartements. Donc du coup, après, vous avez quand même plutôt le choix monter en loyer, monter en gamme du locataire. Donc c'est bénéfique pour tout le monde. Et plus vous dépensez en travaux, moins vous payez d'impôts. Donc voilà, j'ai appris sur le tas. Donc ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps. Mais je vous rappelle, j'étais chauffeur routier international, donc ça, en alimentaire. Donc je partais un dimanche sur deux et je rentrais le vendredi soir dans la nuit. Et j'ai réussi à entretenir et faire des travaux d'un parc immobilier de plus de 20 lots. Donc quand on me dit, on est beaucoup qui font peut-être 40 heures par semaine, j'en sais rien, mais moi c'est une passion les travaux, hein. J'adore bricoler, hein. Je le précise, au lieu d'aller faire du sport, je le fais dans mes travaux, hein. Sac de ciment, béton, ça c'est le top pour vous faire les muscles. Hein. Mais pardon, j'ai pas. Donc tu disais, oui, les travaux, c'est une passion pour toi? C'est une passion pour moi. Et que tu arrivais à trouver le temps malgré... voilà, j'arrivais à trouver le temps. Et j'anticipe beaucoup, en fait. Bon, je vais pas aller dans les détails, mais mes matériaux, j'arrive à les acheter la semaine. Et puis bon, je faisais mes travaux le week-end, ça évitait de perdre trop de temps. Bien s'organiser, anticiper. Et puis, bah voilà quoi. Après, mais quand je vois des gens qui me disent j'ai 3 appartements, je cours partout, j'en peux plus, parce qu'ils sont mal organisés tout simplement. Alors qu'ils ils rentrent tous les jours chez eux, tout ce qui est la paperasse, tout ça, on peut faire. Enfin, faut bien s'organiser quoi. Donc là, c'est vrai qu'à partir de 20 lots, partir en déplacement, ça commence à être short quoi. Ouais. Donc j'ai reconversion professionnelle. Donc du coup, j'ai signé mes compromis au niveau de mes maisons. Et maintenant, reconversion professionnelle. Donc, en étant chauffeur poids lourd, j'ai réussi à postuler pour une place en tant que cadre responsable administratif. Donc, pour faire plus joli dans le CV au cas où, pour plus tard, quoi. Mais la retraite à 35 ans. Hein. Ça reste quand même l'objectif. Parce que je viens d'avoir mes 30 ans il y a un mois. J'ai rempli mes objectifs, comme on avait discuté. Entre mes 16 et 20 ans, mon papa me l'a rappelé encore hier soir, tu préciseras quand même si tu passes devant tout le monde que Aurélien, tu m'as fait une révélation dans la voiture. Donc moi je sors de la campagne, hein, on fait du bois, on fait des piquets, on fait des piquets de pâture, on fait du bricolage à droite à gauche, on dépanne la mémère à côté. Donc il me dit la révélation que tu as eue, tu avais 17 ans à l'époque et on était en train de faire des piquets de pâture et je lui ai dit à mon père, je dis plus tard je vais gérer des millions d'euros en immobilier. Mon père, la remarque qu'il m'a dit, écoute, oui, mets ça de côté, on verra plus tard. Finis tes études, finis tes piquets, voilà. Mais j'avais déjà une bonne stratégie au niveau de l'argent, ouais, de gestion de l'argent. Donc, je faisais du travail avec mon père, mais il me donnait l'argent, le fruit de ce travail-là, quoi. Donc, ça peut être tout bête, mais en fait, tout ce que j'ai gagné, j'ai réinvesti. J'ai acheté ma première voiture à 17 ans en faisant du bois. Ça peut être bête. J'ai fait 100 stères de bois. Je me suis fait une belle petite enveloppe. J'ai acheté ma voiture, ce qui m'a permis d'aller dans les stages, dans les entreprises, de découvrir tout ça, de se faire des contacts et tout. Et j'ai grandi comme ça. Et en étant un bon employé, j'ai eu des bons salaires et j'ai pu investir fortement. Donc, ma première petite maison, j'ai fait un crédit court terme sur 7 ans et que j'ai remboursé en 5 ans. D'accord. Donc, remboursement anticipé, ton premier... Voilà, je me suis endetté à 35%, la chose à pas faire. C'est pas ce qu'on vous conseille ici. Endettement à 35%, crédit de 7 ans pour une maison. J'ai remboursé avant la fin. J'ai réinvesti dans un immeuble avec mon ex-compagne à l'époque. On a acheté un immeuble de 4 appartements et moi j'ai acheté ma moitié cash. Donc du coup ça m'a désendetté là. Et après j'ai fait du crédit sur 13, 14, 15 ans, maxi 15 ans, avec beaucoup d'apports, trop d'apports. À l'époque je donnais 15%, voire 20% d'apports. Donc c'est pour ça que je vous dis j'ai fait énormément d'erreurs. Et il y a très peu de temps, le fait d'être sur la toile, sur Internet, de rencontrer des investisseurs, des vidéos YouTube et tout, j'ai vu que c'était pas forcément la bonne solution. Donc du coup, j'ai réaménagé
tout ce qui est mes remboursements bancaires, l'immobilier, des choses comme ça. Donc j'en suis arrivé à 34% d'endettement. Et la question, comment faire pour se désendetter pour pouvoir continuer à réinvestir? Eh ben moi j'ai une solution. En 10 minutes, je suis passé de 34 à 1%. Donc c'est tout bête, il y en a peu qui y pensent, mais on peut diminuer sa mensualité de crédit de 30% à partir du deuxième anniversaire de votre crédit. On peut diminuer la mensualité de 30% dans les 3/4 des banques actuelles. Donc du coup, chose que j'ai faite, et ça a surpris mon banquier qui sort de l'école, il a à peine 2 ans d'expérience et qui veut investir lui aussi, qui me demande des conseils. Donc donc lui, il était tout surpris quand je l'ai appelé en lui disant bonjour Monsieur Levé, donc il m'a dit stop, on peut plus continuer d'investir, c'est plus possible Aurélien. Ben je dis je viens de trouver une solution. Il me dit qu'est-ce qu'il y a encore? Allez, il va me sortir un truc. Et il a 27 ans, donc il est très jeune et tout, et on a une belle complicité. Donc du coup, je lui ai dit tu me diminues les mensualités de mes crédits, sur tous mes crédits. Et je lui ai dit tu me rappelles après, tu me fais le calcul. Et je suis tombé à 1% d'endettement. Donc du coup, j'ai relancé la vague d'investissement. Donc on est reparti sur 5 maisons en moins de 18 mois. Donc après, il y a des périodes d'accélération, il y a des trous. Ça dépend par rapport à ma vie personnelle aussi. J'ai commencé parce que c'est très, la première phase était très prenante, tu faisais le travail le week-end. C'est ça, oui. Et on marche un petit peu dans l'inconnu, quoi. Je veux dire, on a peur de prendre un petit peu de risque et tout. Et là, une maison, on part sur de l'immeuble, on arrive à 150 000 euros. Et après, j'ai eu une séparation et je me suis dit, je sais que pour devenir riche ou pour s'enrichir, il faut prendre quand même quelques risques. Du coup, j'avais plus rien à perdre en fait. Je dis si ça marche, on verra bien. Mais mes objectifs, c'était le 1 million d'euros pour 30 ans. Donc j'y suis arrivé à 2 mois près. Je l'avais prédit à 17 ans. Donc le 1 million d'euros, et à l'époque, je me donnais que 5 kilos. J'en suis à 20. Et j'ai perdu le fil. Excusez-moi. Donc on peut rebondir sur. Moi, j'avais une question par rapport à tes lots. Donc tu disais que tu es plutôt dans des petites villes, plutôt campagne. Alors oui, très campagne même. Est-ce que tu as de la vacance locative? Parce que c'est un truc qui fait peur quand on est à la campagne. Mes confrères, oui. Moi, non. Aucune. J'anticipe également. Comme on disait, lors d'un achat, là, l'achat va se signer vendredi. J'ai trouvé la locataire, ça fait plus de 3-4 mois, 6 mois. Enfin, je la connaissais déjà avant, mais elle m'a confirmé il y a 3-4 mois, quoi. Donc dès que ça va signer, le week-end même, je vais lui donner un coup de main. C'est pareil, ça se fait pas trop dans les grosses villes, mais moi je suis équipé, j'ai mon berlingot pour bricoler, ma remorque, donc c'est comme mode campagnard, quoi. Donc je vais donner un coup de main à la locataire, elle est super heureuse. Pour l'aider à emménager. Pour lui donner un petit coup de main, elle est contente et on crée de la complicité. Après, moi j'aime bien rencontrer des gens. Déjà avec mon travail où j'ai fait tous les pays de l'Est, toute l'Europe, j'adore rencontrer, voyager et il y a du relationnel qui s'installe aussi avec ses locataires. Par contre, faut pas être trop copain. Et ça, faut mettre quand même la barrière assez rapidement parce qu'ils vous prennent un peu vite pour leur pote, quoi. Ouais. Donc du coup, tu n'as pas de vacances, tout simplement parce que tu choisis des biens qui sont rénovés, tu t'anticipes les choses, tu recherches tes locataires avant de signer l'acte authentique ou avant un nouveau départ locataire, je suppose. C'est de l'anticipation, c'est de l'organisation. Voilà, faut pas attendre d'avoir plus personne dans l'appartement pour commencer à faire visiter. Je fais aucune annonce, ça fait à peu près peut-être 5 ans que j'ai pas fait d'annonce sur le Bon Coin ni rien du tout. C'est que du bouche à oreille en fait. C'est sur ma notoriété. Donc du coup, j'ai pas trop le droit de me planter aussi. Donc ça me met une pression de pas louer des taudis, de pas avoir des points négatifs venant de la part d'un locataire. Parce que c'est une petite ville, donc du coup ça va abîmer ma notoriété. Mais je m'en sers pour louer rapidement mes appartements et tout ça, quoi. Donc la stratégie aussi également, c'est que maintenant je monte encore plus en gamme, donc pour se sortir du cash flow. Récemment, depuis que je suis sur Internet, j'ai compris le système du cash flow parce que encore une fois, j'ai pas fait de hautes études et tout, j'ai appris moi-même. Je savais pas le jargon en fait de l'investisseur et tout ça. Et une erreur encore en plus, c'est que je mettais le remboursement de mon crédit
à hauteur du loyer, voire à peine moins. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis endetté très vite. Mais j'ai remboursé énormément. Donc du coup, j'ai gagné environ 500 000 euros de loyer en 10 ans, sans payer de l'impôt. Donc voilà. Et donc j'ai un actif net assez conséquent, et ça rassure les banques après par la suite. On a été droit pendant 10 ans, on a un parcours, et ça rassure. Après, quoi dire de plus? Est-ce que on va peut-être passer à la partie questions-réponses. Donc je vous invite à lever la main, on va vous donner un micro pour que tout le monde puisse s'entendre, pour poser une question à Aurélien sur son parcours, sur ses idées. Oui, c'est vrai que j'avais pris des petites notes, mais je suis vraiment assez ému en fait. Parce que ça se passe bien, globalement. Oui, je suis très stressé, mais j'avais pris des notes et je vais essayer de vous dire un peu plus. Il y a beaucoup de gens qui habitent en province ici? D'accord, plus de la moitié, les 3/4 même, d'accord. En fait, ma stratégie, c'est que en province, c'est dur de choper de la plus-value à la revente. La mienne, c'est que moi, j'achetais des appartements. Au final, j'ai trouvé qu'il n'y aura pas de plus-value à la revente et ça va être difficile de revendre. Parce que on est en province, et les investisseurs ne sont peu présents. Et du coup, moi, j'ai basculé sur une autre stratégie, donc les maisons. Les maisons, bon, ça peut être mal perçu par certains, mais et bien pour d'autres, quand il y a une situation difficile, un divorce, des séparations, des héritages, et ben moi avec mes contacts, comme je dis, je me crée des contacts par rapport à Maître Lambert, ma notaire préférée, et du coup, pareil, des agents immobiliers. Ça ne coûte rien de donner 2 bouteilles de champagne à un agent immobilier et de créer une relation amicale, on va dire entre guillemets, avec ces personnes-là. Et du coup, moi, ça m'a coûté 2-3 bouteilles de champagne et j'ai gagné 25 000 euros sur 2 projets. Donc les bouteilles de champagne sont très vite amorties. Et pour le cas là, donc du coup, on m'a appelé le vendredi à 16-17 heures, me proposant une maison à visiter très rapidement, parce que les gens ne pouvaient pas assumer les crédits. La banque exigeait de la mettre en location. Et cette maison-là avait une valeur de 85 000 euros, donc rien à voir avec le prix de Paris, c'est sûr, encore une fois. Mais cette maison-là, on a descendu le prix, bon, ils m'ont dit 70 000, 65 000. Et moi, mes meilleurs coups, en fait, c'est quand je n'étais pas prêt à acheter. En fait, je vais visiter en mode touriste. Ouais, quand tu n'es pas investi émotionnellement dans ton achat, voilà, en gros, tu fais une offre et ça passe ou ça passe pas. Exactement. Mes meilleurs coups, c'est ça. Ouais. Donc le vendredi après-midi, j'étais en train de bricoler, on me dit il y a une visite à faire, c'est rapido, et puis bien sûr, bon, les agents immobiliers, c'est du one shot, donc ils veulent vendre à tout prix. Donc du coup, je vais visiter, et on était sur le marché, cette maison-là vaut plus de 90 000 euros, facilement, avec un terrain de 1700 mètres carrés. Donc ça peut faire rêver les Parisiens. Et à 90 000 euros, une maison qui a 3 chambres, en parfait état. Et du coup, elle était en location, donc avec un loyer de 550 euros mensuel. Donc moi, j'arrive, je dis bah oui, ça, bon, on a dans les prix de 75 000 euros, 70 000. J'ai fait une offre à 50 000. Donc on m'a regardé bizarrement et tout, et on m'a rappelé le samedi matin. Donc et on m'a proposé 54 000 euros. J'ai dit oui. Et elle est louée 550 euros. Donc on va pas refaire les calculs, vous avez vu un petit peu ce matin, et puis pour ceux qui sont intéressés dans les investissements immobiliers, vous savez calculer les rentabilités, les amortissements, le cash flow. Peut-être, bien sûr. Oui, ben moi je fais plus trop de calculs. Sur les annonces du Bon Coin, c'est vrai qu'il y a plus besoin de sortir la calculette, on voit grosso modo les rentas, la surface habitable et tout. Faut que ça soit rapide pour éplucher toutes les annonces. Et du coup, bah là, c'est que du bonheur. 54 000 euros à l'achat, elle est louée 550 euros. Et dans moins de 12 ans, je vais la revendre le double, voire beaucoup plus. Pourquoi? Parce que c'est une maison à valoriser. Je vais pouvoir créer encore une chambre supplémentaire dans les combles, donc 15 mètres carrés habitables. Il y a des projets aussi de créer aussi un garage. Donc là, mieux je dépense pour moins payer d'impôts. Et la stratégie, donc là, c'est de l'investissement. Donc je loue cette maison-là, tout en la valorisant encore plus. Et dans 10, 12 ans ou 15 ans, je la revends, mais à des primo-accédants.
eux, quand ils vont venir visiter, ils vont pas calculer la rentabilité. Comme, pour ceux qui veulent acheter une RP, une résidence principale, ça va marcher au coup de cœur. Grand terrain, verger, potager, terrasse. Le coup de cœur qui va leur coûter cher. Enfin, oui. avec une plus-value, l'achat 54 000 euros, puis des plus-values de 50 000, quoi. Alors vous multipliez ça sur 4, 5, 6 lots, c'est énorme, quoi. Donc après, il y a l'inflation aussi qui se rajoute dessus, la valorisation des travaux, et puis la rentabilité, parce que je la loue. Donc voilà, il y a tous les points qui sont rassemblés, et ça, c'est exponentiel. Donc ça, c'est de la maison. Ça peut surprendre. On dit souvent que les maisons sont pas rentables. C'est pas forcément le type d'investissement auquel on pense. Et pour moi, c'est mon fonds de commerce. C'est mon nouveau fonds de commerce. Je me rabats là-dessus, quoi. Et c'est que du bonheur. Et donc après, ma stratégie par la suite, je vais repartir sur du meublé. Donc ça fait 10 ans. Mes premiers biens, ils ont 10 ans. Ils sont amortis. Je vais les rebasculer en SCI avec mon papa, sachant que je suis fils unique. Donc les parts, je les récupérerai un jour de mon père. Et donc je vais me recapitaliser là-dessus. Donc je vais revendre à la SCI. Je vais reconstituer ma trésorerie pour pouvoir repartir sur du meublé. Peu importe la renta, en fait. J'ai un taux d'endettement très bas. Mais repartir sur du meublé, par contre, déléguer la gestion locative. Peut-être que moi, je prendrai en charge les travaux à voir, placés sur Dijon. Et là, en number one, quoi. Bien placé, ultra bien placé. Parce que je m'occupe de mon nom propre qui est en campagne. Donc, ça demande quand même du temps. Mais là, faire du meublé bien placé. Bon, après, c'est vrai que le meublé, vous êtes quand même un peu renseigné. Il y a une forme d'amortissement et tout, donc on peut éviter l'impôt. Par contre, à la revente, on leur payera, quoi. Donc, c'est un petit peu la stratégie future. Donc, moi, j'ai préparé mon business plan. Donc, pareil, j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui ont 3-4 appartements. Donc, j'ai plus rien à apprendre. Je donne, mais je n'apprends plus. On avait vu aussi avec Ahmed ce matin, c'était pareil son cas, c'est que on donne mais on reçoit plus, donc il faut aller chercher des gens qui ont plus que vous, donc ça devient difficile au-dessus de 20 lots, mais il y en a, ils sont durs à trouver quand même, hein, parce qu'ils se dévoilent pas sur la toile. J'avais vu les stats, je crois que il y a moins de 5% des gens qui ont plus de 5 lots en France. D'accord, ok. Mais il y en a beaucoup qui ont plus de 50 lots et on ne le sait pas. Ils le disent pas. Mais ça se trouve, et du coup, je recrée un nouveau réseau de ces personnes-là qui m'apprennent et qui me montrent les nouvelles stratégies pour monter. Et là, c'est exponentiel. On arrive dans le dernier palier, parce que moi, je conçois ça par palier, notamment le palier de l'endettement que j'ai su résoudre en me désendettant. Et là, après, c'est des stratégies, des montages financiers un peu compliqués. La vraie question que tout le monde se pose. Oh non. Pourquoi tu dois ça encore? Parce que je suis trop jeune pour être indépendant. J'ai encore beaucoup à apprendre. J'ai encore beaucoup à apprendre. En fait, je suis curieux de tout. Et ma curiosité, c'était de voir comment fonctionne une entreprise. Et ça me servira pour moi, en fait. Parce que l'idée, c'est de faire tourner mes SCI. Donc, mes bâtiments en nom propre, je les rebascule en SCI et il y aura plein de solutions qui vont s'offrir à moi. Parce qu'il y a beaucoup de stratégies, il y a beaucoup qui le pratiquent, c'est qu'on peut se mettre auto-entrepreneur. C'est un effet de levier très rapide pour être indépendant. Et on travaille dans ces SCI. Donc, ça veut dire qu'on on achète de l'immobilier sous les SCI, on emprunte pour les travaux, et vous êtes auto-entrepreneur et vous facturez au SCI. Donc, à vous-même. D'accord. Donc ça peut être la possibilité. Ou pas. Parce que après les crédits sont sur 20 ans. Donc j'ai 30 ans, je vais commencer à rebasculer en SCI. Dans 20 ans, j'en aurai 50. Ça sera une retraite encore supplémentaire, quoi. Donc, mon objectif, la retraite, 35 ans. 35 ans, la retraite. Voilà. Ok. Voilà. Écoute, merci Aurélien. On va prendre. Ça fait bizarre, hein. Merci beaucoup. Désolé de ma timidité, c'est ma première fois, donc
toutes mes excuses. Donc, je vous invite à lever la main pour vos questions et on va vous apporter, c'est Nathalie qui va vous apporter le micro pour qu'on puisse bien nous entendre. Tout d'abord, bravo. Merci. Bravo pour votre parcours. Moi, j'ai une question qui revient sur localiser dans une même zone, qui en plus est éventuellement sur le déclin. Est-ce que c'est pas une stratégie un peu risquée à long terme d'avoir tous ces biens justement au même endroit? Bien sûr, exact. C'est risqué, c'est pour ça que je viens de l'énoncer à l'instant, c'est qu'en fait maintenant je vais repartir sur du meublé, mais placé numéro 1 en fait, sur la ville la plus proche là où j'habite, donc c'est Dijon. Mais vraiment numéro 1, je me fiche en fait de la rentabilité. C'est ma stratégie. Comme le meublé, on amortit la structure et je vais pas m'en occuper et peut-être faire un peu de saisonnier pour les appartements du bas. Donc oui, je commence seulement à me diversifier. Et comme je dis en rigolant avec mes copains, je me dis les lots que j'ai eus maintenant, c'était juste un petit peu l'apéro, quoi. C'était pour me mettre en bouche parce que c'est vrai que c'est trop local. C'est trop local. Mais pour l'instant, j'ai pas l'envie de revendre en fait. Je préfère garder, basculer sur les SCI en fait. Et tu diras globalement que c'est une stratégie pour tous les investisseurs immobiliers. Généralement, ils commencent dans des endroits moins désirés, mais où c'est plus rentable. Il y a moins de concurrence, moins d'investisseurs, il y a beaucoup de rentabilité. Donc, il se crée un patrimoine comme ça, et effectivement, au bout d'un moment, il y a un arbitrage qui se fait au profit de plus grandes villes, de marchés à plus long terme. Après, je suis dans les rentas de 10%. Il y a certains, les maisons, il y en a quelques-unes qui sont à 7. Il y en a une à 11% de rentabilité. Donc, je peux même parler de net parce que je ne paye pas l'impôt. Je défiscalise. Donc, et autrement, mon plus beau bien, c'est 18,75 de rentabilité. Voilà. Moi, je voulais vous poser la question par rapport à votre taux d'endettement qui était à 36%. Vous avez fait repasser à 1%. Je voulais savoir si vous aviez juste négocié le contrat d'émolument ou comment ça s'est passé en fait. Non, du coup, j'ai appelé le banquier et j'ai fait diminuer les mensualités de 30%. Il n'y a aucune négociation, c'est automatique. Et je crois que c'est les intérêts en cours de maintenant qui est pris en évidence pour le rallongement du crédit. Après, comme j'ai expliqué au tout début, j'ai fait des crédits court terme. C'est pas que c'est déconseillé, mais c'est préconisé du 20 ans. Moi, c'était du très court terme. Donc, du coup, je suis quasiment à la fin de mes crédits. Donc, j'avais besoin de cash flow pour ma reconversion, en fait, pour ma sécurité. Mais c'est automatique, il n'y a pas de problématique, ça se fait par téléphone, il y a juste une signature et voilà, c'est tout simple. Bonjour, tout d'abord, merci pour votre prestation. Et je voulais savoir, lors des locations en ligne, vous avez déjà été embêté avec des locataires qui profitaient de la trêve hivernale? Ah, bonne question. Je vous en remercie d'ailleurs parce que j'avais fait une petite note et j'ai oublié d'en parler. Alors je vous réponds oui, bien sûr. Donc il faut faire un peu le gendarme, il faut faire du relationnel. On est en province, c'est pas comme ça dans les grandes villes, j'en sais rien. J'ai essayé de prendre recours auprès d'un huissier. On connaît un peu tous les procédures, on connaît la trêve hivernale. Bon, après, il y a des choses un peu borderline, c'est que moi, je fais un peu la pression, donc je sais pas si on peut le dire. Sur un immeuble, si, ça peut être un très bon conseil en fait. Beaucoup d'investisseurs le pratiquent, c'est que quand vous avez un locataire de mauvaise foi, je dis bien mauvaise foi, je dis pas quelqu'un, je suis pas le capitaliste sans cœur ni rien du tout. Moi j'ai une locataire fonctionnaire et tout, qui payait tout à ses enfants et tout, et moi le loyer on m'a mis 4 mois dans la vue quoi, avec les charges. Donc c'est énorme. Et quand moi j'essayais d'appeler, on me répondait pas et tout. J'ai fait des relances, j'ai fait des courriers recommandés, aucune réponse. Donc du coup c'est très simple, j'étais à la chaufferie, j'ai coupé le chauffage en plein hiver. J'ai eu des nouvelles dans les 3 heures qui suivaient. J'ai pu faire un échéancier. Ben oui, mais au moins on a un dialogue.
On peut établir un échéancier, on peut construire quelque chose. Je ne vais pas demander l'argent tout de suite, mais au moins faire un échéancier. On peut échelonner la dette. Après, quand quelqu'un ne vous donne pas de nouvelles pendant 4 mois, là, c'est... Donc, la petite note que j'avais prise, c'est que le dernier appartement, là, que je suis en train de rénover, donc du coup, c'est quelqu'un qui a décliné en 8 ans. J'ai acheté l'immeuble, oui, il y a 8 ans. Il a toujours été mon locataire, 8 ans de location, 260 € par mois de loyer. C'est peu, hein. Mais j'en ai loué 3 d'un coup. On venait d'acheter avec mon ex-compagne et on tâtonnait un petit peu le marché de l'immobilier. On ne savait pas exactement les valeurs. La vraie valeur à l'époque, c'était plutôt du 300 €, mais on a loué 3 appartements de la même famille en même temps. Donc nous, on avait peur par rapport au crédit, en fait. C'est des petites erreurs comme ça. Et du coup, j'ai fait un peu pression. Il est parti. Je ne vais pas dire comment, mais il est parti. C'était un peu de l'amiable et tout. Tu m'en voudras pas, hein? Vous les demanderez après en privé. Je crois que tu m'avais raconté. Non, mais il n'y a pas eu de sang, vous inquiétez pas. Non, mais en fait, il est parti, il a laissé l'appartement pratiquement 10 mois vide, avec 6 chats à l'intérieur. Son frère, il venait donner à manger. Les chats ont tout détruit dans l'appartement, les portes, les placards ont été griffés, tout ça, tout a été déglingué. J'ai fait un peu du forcing, en fait. J'ai demandé à son frère qu'il ouvre l'appartement pour enlever les chats, tout simplement. D'ailleurs, je me suis fait griffer par un chat, j'ai été infecté, il a fallu que j'aille faire des rendez-vous à l'hôpital et tout pour dire que une petite bêtise, voilà, 10 semaines à être KO, fatigué, avec une infection par rapport à ces fameux chats. Donc après, les locataires, vous en avez... bref, mais du coup, j'ai réussi à prendre le trousseau de clés du frangin qui est venu donner à manger. Et j'ai fait un petit peu pression comme ça. J'ai dit, je garde les affaires, j'ai les clés. Moi, je veux que tu me signes la fin du bail. Bon, ça s'est résolu, donc il a signé. Je lui ai redonné les affaires. J'en ai gardé une partie. Enfin, il n'a pas pu venir chercher. Bref, moi, ce que je voulais, c'est qu'il rende l'appartement, même dans l'état. J'ai eu aucune poursuite. D'ailleurs, j'ai pris un huissier qui était un peu moumou du genou. Donc, j'ai préféré gérer l'affaire moi-même. Comme je dis beaucoup, je suis dans le contrôle total. Donc, même sur des situations comme ça, enfin, pour moi, ça sert à rien de prendre les voies judiciaires et tout ça, c'est trop long. C'est trop long. Quand on bloque un appartement pendant 7-8 mois, vous perdez de l'argent et tout plein pot, vous avez le meilleur temps de faire à l'amiable, ou même de proposer de l'argent pour que le locataire y parte. Ça s'est vu. Il vous déglingue l'appartement, vous lui proposez même de lui restituer la caution pour qu'il parte le plus rapidement possible, qu'il puisse reprendre un autre appartement ailleurs. Et ça se fait, ça se pratique. Il ne faut pas avoir peur de dépenser pour mieux gagner derrière. Alors après, par la suite, l'appartement dans un état pas possible, infestation de puces. Donc c'est un immeuble de 4 appartements. La peur, c'est que ça contamine tout l'immeuble. Et cette personne-là était détraquée socialement, enfin à vivre la nuit, à hurler, alcoolisé, drogué. Donc du coup, ça tâchait sur les autres locataires. Donc il fallait qu'ils partent très vite. C'était vraiment une épine à enlever. Et du coup, l'avantage, alors j'ai une amie qui veut se lancer dans l'immobilier, mais elle me dit, tu vois, je t'avais prévenu, en fait, là, t'es un peu dans le caca, quoi. Ben, je dis non, en fait. Elle me dit, pourquoi? Je dis, il y a 4 bonnes raisons. Ah bon? Je dis, cet appartement-là, en 8 ans, j'y ai pas mis les pieds. Il m'a rapporté 26 000 €, sans rien faire. Donc ça fait à peu près du 230 € par mois, sans rien faire. Moi, je connais pas beaucoup, on vous donne 230 € sans rien faire par mois. Bon. Donc 26 000 € de gains en 8 ans. J'ai eu 3 000 € de réparation, enfin j'ai fait les travaux moi-même. Au final, il vous en reste quand même 23 000, sans avoir dépensé du temps, de l'argent. Je le voyais jamais, je sais pas ce qu'il faisait à côté, mais voilà. Je refais l'appartement, donc ça veut dire que je vais avoir un appartement vraiment tout neuf. On repart sur 15 bonnes années où je vais pas remettre les pieds dedans. Et en plus, je l'ai reloué 65 € de plus. Donc, ça me fait du cash flow supplémentaire. Donc, voilà les bonnes raisons. Et j'ai enlevé un locataire qui était très problématique dans l'immeuble et même dans la rue. Et même pour la rue. Donc, c'est des bonnes raisons. C'est que du bon. Et quand vous avez des points négatifs, essayez d'échanger en positif. Moi, j'étais super content qu'ils partent. Par contre, j'ai eu 3 jours pour déblayer l'appartement. Avec des excréments de chats partout sur les murs.
l'affection que j'ai eue et tout, c'est vraiment bon. Après, faut prendre sur soi. Mais là, j'ai retrouvé à louer 65 € de plus. Donc c'est du cash flow qui est pas négligeable. Et l'appartement, c'est reparti pour 15 ans et je vais plus y mettre les pieds. Donc je suis tranquille avec un bon locataire. Donc j'ai monté en gamme aussi également. Donc que du bonheur. Donc voilà ces points positifs là. Excusez-moi, est-ce que vous avez des techniques pour détecter les bons locataires? Ah, bah oui puis non, parce que suivant mon expérience en fait, on va mettre quelqu'un qui est fonctionnaire en croyant qu'il va avoir une sécurité de l'emploi, et au final, comme je l'ai dit à l'instant, bah, la dame qui donnait beaucoup d'argent à ses enfants, bah, elle m'a mis 4 mois dans la vue en loyer plus charge, donc en fait ça veut rien dire quoi, ça veut rien dire. Après en campagne, oui on va essayer de prendre des gens qui ont une situation plutôt stable, ou même le dernier qui m'a demandé une maison, c'est un ingénieur. Mais ça veut rien dire au final. Il peut perdre son emploi au dernier moment. Enfin, tout peut arriver en fait. Hein. Dans une vie, là, le locataire que je vous ai dit, il me payait un mois de loyer. Il me payait en avance les loyers. Socialement, il était correct. Il avait son travail. Il était embauché et il a décliné avec le temps. Donc, c'est difficile en fait. Quand on dit oui, on va monter en gamme dans les locataires, vous pouvez pas dire un divorce, une dépression. Il peut tout arriver en fait. Hein. Très difficile. Alors, peut-être qu'on peut poser la question différente, c'est quels sont les types de dossiers que tu refuses? S'il y en a. Ben, c'est pareil, après, il y a certains confrères qui vont refuser les gens qui ont tout ce qui est les aides sociales. Donc, moi, j'accepte. Mais après, c'est un peu à la tête du client. Mais en fait, je fais comme un entretien. C'est un peu ma stratégie. J'ai une forte demande locative. Donc, du coup, je connais la personne sans qu'elle soit locataire, sans qu'elle soit mon locataire. Donc du coup, j'apprends à la connaître avant et je vois si ça tient la route ou pas. Après, c'est ma stratégie, chacun a la sienne, mais voilà, moi c'est une petite ville, donc je vais un peu sur Facebook, je vais me renseigner, j'ai toujours des gens qui connaissent un tel, et puis ah bah oui, elle a toujours été correcte dans ses locations, voilà, j'apprends à connaître comme ça. Voilà. Mais ça veut pas dire que quelqu'un a les aides sociales, que c'est une mauvaise personne. Moi, j'ai eu le cas, j'ai fait confiance. D'ailleurs, un appartement proche de Dijon, quelqu'un qui a subi une séparation, qui a fait une dépression, qui s'est mis un peu dans l'alcool, qui a eu 6 000 € de dette à l'huissier et tout ça. Il est venu me voir, c'est quelqu'un de travailleur. Quand il m'a serré la poignée de main, il m'a regardé dans les yeux, puis il avait de la corne aux mains. C'est un mec, c'est des travailleurs, c'est des gars, il est charpentier, j'ai appelé son patron, ça fait 3 ans qu'il a embauché, il a retrouvé une place par la suite, il a toujours cette dette qui court sur son dos, mais c'est quelqu'un de très poli, et dès le premier moment qu'il m'a vu, il m'a dit « Attendez, je vais pas vous faire perdre votre temps, cher monsieur. » Tu peux me dire presque tu, mais très sympathique. Et il me dit « J'ai une dette sur le dos, j'ai 6 000 € de dette à l'huissier et tout ça. » Je dis « Waouh !» Eh ben dis donc, j'ai dit au moins t'es franc jeu, quoi. Je veux dire, tu le dis tout de suite. Et j'avais 2 personnes à choisir. Et l'autre, bah pareil, embauché, mais pas stable dans sa vie. C'est un appartement qui est en campagne et tout. Donc pour moi, comme je vous ai dit, je préfère que le locataire reste longtemps. Même perdre 30 € par mois, peu importe. Mais je peux pas perdre du temps à relouer l'appartement tous les ans ou tous les 2 ans. J'ai horreur de la vacance locative. Ce que je veux, c'est fidéliser. Comme la plupart des grandes enseignes d'ailleurs. Les cartes de fidélité, tout ça. Moi, je fidélise. Je dis, bah tiens, quand on fait le bail, je dis pareil, il n'y aura pas d'augmentation de loyer. Je réactualise pas les loyers. Donc c'est psychique, hein, c'est pas grand chose, mais rien que ça, les locataires ils sont contents. Donc je fidélise. Et là, pour le cas, là, les 2 personnes, la deuxième personne plutôt stable, donc il avait travaillé à Barcelone, il était reparti en Asie. Donc s'il prenait l'appartement, j'avais des chances dans 6 mois, 8 mois, il allait repartir, quoi. Il est pas stable, donc j'allais perdre du temps, faut retrouver quelqu'un et tout. Donc et j'ai pris le premier, donc c'était un papa avec 2 enfants. J'ai vu un petit peu sa peine. Il avait beaucoup de courage et tout, donc j'ai préféré prendre lui. Et j'ai aucun incident de loyer. Il me paye en début de mois. Ça fait pratiquement maintenant 2 ans et j'ai aucun problème, quoi. Donc il faut savoir donner confiance. Et c'est du cas par cas, hein.
Bonjour, je vous remercie pour la qualité de votre partage. Ah bon. Merci. Pour le courage que vous avez eu de partager avec nous, avec honnêteté, spontanéité et humilité. Merci J'ai une question à beaucoup. vous poser concernant l'approche en SCI sur laquelle vous êtes, consistant à revendre à la SCI. N'y a-t-il pas y avoir un paiement de plus-value sur cette vente-là? Alors non, aucune, parce que j'ai acheté à 42 000 euros de mémoire. J'ai fait 8 000 euros de travaux, donc j'aimerais la revendre 50 000 euros. Et comme passé les 10 ans, on a 15% d'abattement sur la plus-value. Donc du coup, il n'y aura aucune taxe. Et c'est pas le but de revendre très cher à ma SCI si c'est pas pour sortir du cash flow en fait, puis de recommencer, de refaire du déficit pour éviter l'imposition, mais sous la SCI. Et les frais Donc, notaires, 2 fois. Bah, c'est pas un problème parce qu'après moi je me recapitalise en revendant mon bien quoi. Moi je vais en faire autre chose en fait. Ces fameux 50 000 euros là, pareil, je vais pas les utiliser pour les flamber. Je vais les utiliser pour les nantir à la banque. Donc le projet il est en place, comme j'ai dit, j'ai fait mon business plan pour 2018. Ça veut dire avec l'expert comptable, avec un gestionnaire de patrimoine, un avocat fiscaliste. Donc je me suis entouré. Et là, en 2018, le projet c'est d'acquérir entre 5 et 8 studios sur Dijon, bien placé, et ces 50 000 euros-là, nantis à la banque, je vais pouvoir faire du 1 pour 10. Ça veut dire que tu mets 50 000 euros, tu empruntes quasiment 500 000 euros. Donc voilà, ce que je gagne, je réinvestis, c'est le but. Merci. Voilà. Bravo déjà pour la prestation, c'est très inspirant, t'en parles de toute façon, c'est tellement logique. Et Ouais. ma question, c'est sur tes investissements à Dijon. Tu as dit tout à l'heure que la rentabilité, tu t'en vas. Mes futurs investissements. Pourquoi? Parce que j'ai augmenté mon parc immobilier, j'ai un actif net assez conséquent, donc c'est le pilier en fait auprès de la banque, ça les rassure. Il y a plus de 500 000 euros, 515 000 euros d'actifs net. J'ai un passif de plus d'1 million d'euros. Mais après, par la suite, partir sur Dijon, c'est une sécurité pour les banques, c'est placé numéro 1. Donc sur ça, c'est du sécurisé, c'est du mieux placé que moi en campagne, même si la rentabilité elle est moindre, sachant que j'ai un taux d'endettement qui est bas, donc ça va me le relever. On est sur une renta de 5,8, donc sur du meublé. Mais sachant que si on achète cher, on va pouvoir amortir. Donc si vous voulez, je vais pouvoir continuer les investissements sans me compliquer la vie en U. Parce qu'en U, si on achète, on augmente encore son impôt sur le revenu et il faut encore défiscaliser encore plus. Donc c'est une spirale infinie, quoi. Donc là, j'ouvre une branche supplémentaire, j'utilise ces fameux 50 000 euros là à la revente de ma première petite maison que j'ai achetée à 20 ans, qui est amortie, et je les nantis à la banque et je vais pouvoir accéder à des meubles à 400, 500 000 euros. Même avec une renta moindre, ben, ça passera sans problème. J'ai déjà demandé à la banque, j'ai posé des questions et peu importe la renta, faut pas trop que ça m'endette non plus énormément, faut que ça reste quand même logique, mais ça c'est mon prochain gros coup à faire par la suite, quoi. Et comment? Après, j'ai du mal un peu à raconter de façon soutenue. Luc, il est plus placé, il est mieux placé que moi. Pas de teasing de Luc. Oui, il saura raconter. Hein, il va passer après par la suite sur les CI et tout. Donc, mais là, le fait de faire du meublé, ouais, on est sur du 5-6% de renta. Le but, c'est de capitaliser en fait. Pas forcément de garder trop longtemps, mais de revendre au bout de 10-12 ans, quoi. Donc, d'éviter de payer l'impôt pendant 10-12 ans et après revendre. Mais après, on va être retaxé sur la fameuse plus-value là. Mais peu importe, parce que vous la donnez à la sortie. Quand vous vendez, vous avez quand même de l'argent, vous en donnez une partie, puis vous récupérez le reste. Et tes investissements que tu as fait du premier à la campagne, tu comptes les garder à vie ou les vendre? J'y suis attaché en fait. Parce que j'y ai travaillé avec mon papa et je porte un peu d'importance. Le but, c'est de les garder et de faire de l'arbitrage. Alors, c'est vrai que pour s'enrichir, il ne faut pas hésiter à vendre. Donc, la moyenne, c'est 10 ans. Il y en a qui font même moins. Comme, je ne sais pas si vous êtes renseigné, comme Gilles Green, tout ça, n'hésitez pas à revendre pour pouvoir augmenter, monter les marches de l'escalier, quoi. Mais oui, le but, c'est mes premiers surtout, là où j'ai mis beaucoup d'importance.
Parce qu'après, j'ai eu des déceptions, notamment il n'y a pas longtemps, sur une maison qui avait brûlé. Donc, elle était refaite à neuve. Et du coup, j'ai reloué à quelqu'un qui a attendu presque 18 mois pour la louer. Et dans l'état que je l'ai vu, ça m'a fait mal au cœur. Donc, je me suis dit, maintenant, je gère des dossiers, je gère des numéros, enfin, du chiffre, quoi. Faut plus y porter trop de cœur parce que ça t'affecte, en fait. Donc, voilà. On pourra en rediscuter après par la suite, si vous voulez, après le séminaire. On a encore la possibilité de prendre une question ou deux. Merci pour tous les conseils échangés, en tout cas. Juste une question, on regarde un peu dans la boule de cristal, mais avec toutes les modifications des lois à venir avec la notion du président, comment tu envisages ça, en fait voilà, est-ce que tu as une stratégie en place, discuter avec tes conseils, on va dire Ma stratégie, c'est quand je regarde dans le passé, en fait, tout ce qui porte sur la location nue n'a pas changé depuis plus de 30 ans. Donc sur ça, on peut dire que il y a guère de chances que ça bouge par la suite. Après, la stratégie, j'évite le saisonnier, ce qui peut donner beaucoup de rentabilité pour certains, mais je le vois mal par la suite, ça j'évite. Mais me lancer un peu dans le meublé, mais c'est vraiment une petite branche que j'ouvre à côté, mais ma stratégie, c'est la location nue, plein pot, parce que j'ai appris à travailler, à faire à bricoler. Je connais les prix par cœur des entreprises, de maçonnerie, de peinture, de plomberie, tout ça. Donc j'ai appris avec le temps, et c'est mon fonds de commerce, quoi. Je resterai sur la location nue. Donc toujours dépenser dans les travaux pour défiscaliser. Et du coup, c'est pas négatif, hein. De toute façon, on remet de l'argent dans la machine et on fait travailler des gens, on fait travailler des entrepreneurs, on achète des matériaux, on paye de la TVA. Voilà. Même si on paye pas d'impôt, on paye de la TVA, on paye de la manœuvre, quoi. Voilà, c'est mon fonds de commerce, location nue. D'accord, merci. Est-ce que tu veux te parler de faire du... Bonjour. Bonjour. Tu parlais de faire du meublé, du coup, à Dijon. Comment tu fais ton choix de faire du meublé en nom propre ou en SCI? Non, en nom propre. Meublé en nom propre. Pourquoi? Parce que pour le moment, je suis pas encore assez compétent pour gérer trop les SCI. Je démarre tout doucement, j'ai ouvert ma première SCI, donc je vais basculer ma première maison en SCI pour me recapitaliser. Mais le meublé restera en nom propre. Après, par la suite, oui, peut-être. J'en ai parlé avec les confrères sous des montages, des stratégies des SAS, des choses comme ça, pour pouvoir acheter de l'immobilier, se sortir un salaire, être indépendant, mais une chose à la fois, quoi. Pas aller trop vite, parce que plus on crame les étapes, voilà, enfin, pour moi, c'est risqué. Je préfère y aller doucement, quoi. Mais l'histoire de la stratégie, la SCI, j'ai attendu, j'ai étudié pendant un an et demi tous les différents montages. Quand j'étais encore chauffeur poids lourd, j'ai pu rencontrer des investisseurs partout en France, étudier toutes les situations qui existaient, quoi. Puis après, on récolte toutes les informations, vous faites votre petite soupe, et après vous allez voir les personnes en question qui sont passées par là, des avocats fiscalistes, les experts comptables, des choses comme ça. Mais moi, j'ai fonctionné comme ça, quoi. J'avais des questions, j'ai été chercher mes réponses à droite à gauche, j'ai fait ma petite soupe, et après j'ai été voir les bonnes personnes qui ont pu me confirmer ou pas, ou rectifier mes réponses, quoi. J'ai préféré chercher les solutions moi-même au début. Ok. Une dernière question, du coup. Attends une seconde. Je voulais savoir, vu que tu fais tous les travaux quand même, où est-ce que tu achètes les matériaux? Est-ce qu'il y a des endroits pertinents pour acheter les matériaux que d'autres? Alors, le plus pertinent, actuellement, je vais beaucoup à Leroy Merlin. Au début, c'était Brico Dépôt. Mais comme je monte en gamme dans les matériaux, un peu plus design, de qualité et tout ça, donc c'est beaucoup Leroy Merlin.
D'ailleurs, ça peut être un conseil pour vous. Ils font beaucoup de formations le soir. Comment apprendre à faire du carrelage, apprendre à faire des peintures un peu spéciales et tout. Donc, c'est super, quoi. Très bien. Bon, Aurélien, merci beaucoup. Je vais rajouter une petite chose, c'est qu'en fait, pour investir, si vous voulez commencer à investir, allez-y à fond. Je veux dire, si vous voulez investir, allez jusqu'au bout. Il faut se dire que vous allez rencontrer des problèmes, ça se fait pas comme ça. Ou sinon, acheter des SCPI. Donc c'est de l'investissement sur papier. Mais de l'investissement locatif, il faut gérer du personnel, du locataire. Vous allez forcément avoir des problèmes. Sauf qu'il faut vous dire, je vais trouver la solution, trouvez-la le plus rapidement possible. Donc moi, je me suis créé beaucoup de problématiques, mais trouver les solutions, essayer de contrôler les choses au lieu de les subir, quoi. Mais ça se fait pas. Il peut avoir des parcours un peu assez spécial, difficiles et tout. Moi, j'ai eu un incendie dans une maison. La maison, elle a cramé. L'assurance ne voulait pas me rembourser. Il a fallu se battre. Vous dormez pas des nuits. Il y a 150 000 euros qui dort, qui n'est pas loué et tout, machin. Donc, voilà, c'est le parcours un peu du combattant, parfois. Et voilà, faut le savoir. Mais il y a les aventures de l'immobilier. Voilà. Et il y a un esprit combatif et ça ressemble au sportif de haut niveau. Voilà. Si vous commencez, terminez-le, allez jusqu'au bout. Voilà. Merci Aurélien. Merci à vous. Donc Aurélien, vous pourrez continuer à lui poser vos questions après. Donc on va accueillir maintenant Luc. Il se prépare. Le mental du sportif en pleine préparation. Donc vous avez vu, moi j'aime bien en fait vous présenter des informations contradictoires. Plutôt que de vous dire dans l'immobilier il faut faire ça, c'est la seule bonne manière de faire, j'aime bien vous montrer des choses qui n'ont rien à voir, des informations contre-intuitives. Aurélien est à la campagne, il fait du nu en nom propre. Vous avez vu Ahmed, ce qu'il faisait aussi dans sa ville. Il y a plein de stratégies qui fonctionnent. Il y a plein de choses différentes qui fonctionnent. Le tout, c'est vraiment d'y aller pas à pas, de regarder près de chez vous ce qui est pratique pour vous, ce qui est possible pour vous, et après de dérouler le tapis, quoi. Il y a vraiment plein de techniques différentes. Et il y a aussi un message important. Bon, forcément, vous voyez des gens comme Aurélien ou Ahmed qui commencent à avoir plus de 20 lots, ça commence à être conséquent. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce qu'ils faisaient au début, c'est pas forcément ce qu'ils vont faire par la suite. Hein, la stratégie évolue aussi en cours de route. Ça, c'est important de garder ça en tête. Moi, en tout cas, les personnes qui débutent, qui souvent me posent des questions qu'il faut se poser, mais dans 10 ans. Les gens, je trouve, parfois anticipent trop les choses. Les gens qui me demandent, mais t'as pas peur qu'il se passe ça, t'as pas peur qu'il se passe ça? Et évidemment, je dis, mais est-ce que tu as fait le premier achat ou pas? Donc, fais le premier. Si tu as fait le premier, fais le deuxième. Et les bonnes réponses, les bonnes solutions vont émerger au fur et à mesure que vous serez confrontés au problème. Que ce soit de commencer à structurer avec des sociétés, que ce soit de faire autre chose. Moi, quand j'ai démarré, j'avais juste ma société, j'avais ma société, et puis j'avais que ça. Et puis, le temps faisant, les besoins aussi évoluant, j'ai commencé à mettre différentes sociétés, une holding, des SCI, de rattacher le tout, à faire des schémas un peu plus compliqués, mais chaque chose en son temps. Et là, j'aime bien parce que ça vous donne une vision à 10 ans. Hein. Les deux exemples que vous avez vus, c'est des visions à 10 ans.
Donc ça nous projette vachement dans le futur. Maintenant, il faut revenir dans le présent.